Bonjour à tous, il est 8h30, nous sommes mardi. Vous le savez, tous les mardis et tous les jeudis, le CJD se mobilise pour aider les dirigeants que vous êtes à essayer de passer ce moment extrêmement compliqué qui est cette crise du Covid-19. Donc dans ce live Solidarité CJD, ce matin, nous allons parler d'un thème qui vous concerne tous, qui est comment prendre soin de soi dirigeant, et comment prendre soin aussi de ses collaborateurs. C'est un sujet qui évidemment doit vous toucher parce qu'on se pose tous des questions. En ce moment de confinement, c'est extrêmement compliqué de faire tourner vos entreprises, et donc on se pose des questions sur comment être bien soi-même en tant que dirigeant et comment permettre le bien-être au travail avec ses collaborateurs. Ce matin, quatre experts et dirigeants pour parler de ce sujet que je vais vous présenter tout de suite, et plutôt qui vont se présenter. On va commencer avec Christophe. Alors Christophe, où est-ce que tu Bonjour à es tous. et quelle est ta spécialité, quel est ton métier? Merci. Donc, Christophe Nguyen, moi je suis psychologue du travail et aussi président, fondateur d'Empreinte Humaine, qui est un cabinet spécialisé dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux et les qualités de vie au travail. On accompagne donc des entreprises en France et à l'international sur tous ces sujets. Et particulièrement aujourd'hui, on est pas mal sollicité sur toutes ces questions de bien-être, de santé psychologique, de posture à avoir. De conduite à tenir en fonction de cette situation qu'on vit tous aujourd'hui. Donc là, je suis chez moi. Où est-ce que tu te trouves pendant ce confinement, tout seul, en famille, où est-ce que tu te trouves actuellement? Alors, je suis chez moi avec ma femme et mon petit garçon de 4 ans, que je maîtrise pas toujours. Donc là, a priori, on a mis en place tout ce qu'il faut pour pas qu'on soit pas embêté. Mais bon, vous m'excuserez par avance si vous entendez des bruits de fond. Alors, le petit garçon s'appelle Adam, donc si vous voyez passer Adam derrière, c'est donc le fils de Christophe. Dorine, raconte-nous, qui es-tu et que fais-tu dans ton entreprise? Dorine. Bonjour, alors moi je suis directrice générale de la société Vouillaume Distribution. On fait de la distribution automatique, donc des distributeurs de denrées alimentaires dans les entreprises et les lieux publics. Je fais partie également du COMEX France et aujourd'hui je suis dans ma salle à manger et j'ai le soleil qui se lève juste en face de moi et qui commence à me titiller les yeux. Alors, il va peut-être falloir faire attention. Quand tu nous dis COMEX France, je précise COMEX France, donc comité exécutif du CJD France, parce que ce n'était pas forcément clair pour tout le monde. Excusez-moi, oui, tout à fait. Merci Dorine. Emmanuel, où est-ce que tu te trouves et quelle est, toi, ton activité professionnelle? On t'écoute. Oui, bonjour. Moi, je suis à La Mode Servolex, au siège du groupe. Je suis président du groupe Esther Conseil, société pluriprofessionnelle d'exercice libéral, c'est-à-dire expertise comptable, avocat, et je dirais accompagnement du dirigeant sur toutes ses formes, sur sa partie, je dirais, projet d'entreprise et aussi projet personnel. Merci. Merci Emmanuel. Christian, on finit avec toi. Où est-ce que tu te trouves et quelle est toi ta spécialité en tant que professionnel? Alors déjà, bonjour à vous tous, bonjour à tous les JD, bonjour à tous ceux qui ne sont pas JD. Donc je suis Christian, je suis juste à côté de Lyon. Je co-dirige avec mon associé un cabinet où nous sommes des éveilleurs en pratique collaborative et participative. C'est-à-dire que nous formons les managers à avoir des postures pour travailler en mode collaboratif et nous intervenons dans les entreprises pour dispenser 80 outils de travail en mode collaboratif. Je suis chez moi, dans ma famille, avec mes 3 grands-enfants et avec les 3 valeurs rajoutées et ajoutées de mes enfants. Donc, nous sommes 8. Alors, merci Christian. Donc, je vous rappelle, vous êtes sur la page Facebook du CJD. Vous pouvez liker ces échanges. Vous pourrez regarder ou les faire regarder en replay après, si vous le jugez utile et nécessaire. Et puis, vous pouvez aussi, dans les commentaires, vous pouvez poser des questions qu'on peut prendre en direct. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On a jusqu'à 9h30. On est là pour ça. On va commencer tout de suite avec toi, Christophe. J'aimerais que tu nous racontes, donc tu as un cabinet spécialisé en qualité de vie au travail. Tu as notamment des psychologues du travail qui interviennent ou sur site ou par téléphone pour aider des salariés qui peuvent être en difficulté. Tu fais par ailleurs des formations pour les managers. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui te remonte du terrain. Est-ce que les salariés, est-ce que les dirigeants sont en difficulté? Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent aux professionnels de ton équipe? Oui, alors effectivement, on a des lignes d'écoute qui sont sollicitées de façon exponentielle aujourd'hui. Donc, c'est un vecteur pour nous, ce sont nos oreilles en tant que telles. Et on a vu qu'il y avait des préoccupations qui évoluaient en fonction du temps de confinement, avec un point de bascule relativement récent, parce qu'on sait que le temps passé en confinement est en lui-même un facteur de stress. Donc, on a vu des préoccupations avancer.
d'autant que l'incertitude un petit peu globale et l'anxiété qui est liée aujourd'hui, et on voit partout dans le monde qu'il y a une augmentation du stress, forcément génère des préoccupations, des questions. Donc, au démarrage, on était plutôt sur une forme de sidération. Et il fallait mettre en place tout un tas d'organisations, le télétravail, le chômage partiel. Ça a généré un certain nombre de questionnements autour de cela, bien entendu. Mais aujourd'hui, on est réellement sur des sujets liés à l'activité elle-même. On a des populations qui nous parlent d'incertitude économique, notamment liées au chômage partiel, bien entendu, voire de la souffrance qui est évoquée par rapport à ça. Les gilets jaunes, c'était un sujet avant le confinement et il n'a pas disparu, au contraire. Il y a toutes les questionnements vis-à-vis de l'incertitude qui concernent certainement les dirigeants aussi, bien entendu. Et puis, il y a aujourd'hui des sujets autour de l'hyperconnexion, on voit, qui concernent à la fois les managers et les collaborateurs. Cette difficulté à faire barrière, d'une certaine façon, entre sa vie pro, sa vie perso. Une frustration qui peut sortir. Parfois, il faut choisir entre sa vie perso et son travail. Vraiment un vrai sujet aussi autour de la sursollicitation, avec des managers en particulier, et en cascade avec leurs collaborateurs, qui doivent faire preuve de plus de reporting. Donc, cette notion de devoir montrer aussi, devoir mettre en évidence, qui rajoute forcément de la charge, de fortes amplitudes horaires. Les gens disent, le télétravail, c'est fait pour nous permettre d'éviter les temps de trajet et de gagner du temps, de gagner en équilibre des vies. On voit aujourd'hui qu'il y a plus forcément de cadre et que les gens travaillent beaucoup. Et on le voit, je ne sais pas si autour de vous, vous l'entendez, cette question qui commence à apparaître de la fatigue émotionnelle, de la fatigue psychologique, d'être tout le temps connecté, d'être hyper vigilant aussi, cette situation anxiogène qui est aussi exogène à l'entreprise, qui concerne tout le monde, qui forcément peut être épuisant. Qu'est-ce qui est le plus dur, Christophe, quand on est, quand on est dans cette situation-là? C'est le confinement, c'est la peur pour soi, parce que là, on se retrouve confronté à la peur de la maladie, la peur de la mort, qui est un Ouais, sujet qui, pour beaucoup de gens, avant 70 ou 80 ans, n'est pas vraiment un sujet. Est-ce qu'il y ouais. a des choses autour de ça, de sentiment d'isolement, de Oui, confinement et de la peur de mourir? oui. Pour une petite, bien sûr, frange de population, plutôt celle qui peut appeler et solliciter la ligne d'écoute, on est sur effectivement le stress lié à l'enfermement en tant que tel, et des cas de ce qu'on appelle aussi de nosophobie, peur de développer tout un tas de maladies, et effectivement d'attraper aussi cette question du Covid-19. Donc, on a des angoisses de mort qui peuvent apparaître et il y a des personnes qui paniquent. On a des remontées de managers, donc là, plus dans le cadre des formations, des webinaires qu'on peut faire, qui nous disent effectivement comment je gère le malaise, la souffrance, l'anxiété de mes collaborateurs. Est-ce que je dois y aller ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Quelle est la limite de mon rôle? Parce que je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, et c'est difficile aujourd'hui. Donc, ces questions qui peuvent exister déjà avant la crise sanitaire qu'on vivait sont exacerbées aujourd'hui. Christian, comment tu perçois, toi, les difficultés que peuvent rencontrer les dirigeants et les collaborateurs et les salariés? Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile à vivre en ce moment et sur quoi est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant quand on est un dirigeant? Il faut que tu mettes ton micro, Christian, sinon on ne va pas t'entendre. Il faut que tu mettes le son. Si, alors ce que je sens par rapport aux dirigeants avec lesquels, on peut, continuer à discuter, et autres, c'est qu'ils sont dans cette problématique où aujourd'hui, ils doivent à la fois manager le quotidien, et manager aussi leurs collaborateurs. C'est-à-dire que manager la technique, tous les webinars, toutes les techniques de process, pour, faire fonctionner l'entreprise ne suffit pas. Ils doivent aussi s'intéresser à l'individu et donc agir sur le lien. Puisque comme, vient de nous le dire, Christophe, c'est que les gens vivent des choses très compliquées, très difficiles et donc ils doivent entendre ces préoccupations-là. Deuxième chose aussi auquel ils doivent faire attention, c'est que tout ce qu'ils vont faire en termes de management, le discours qu'ils vont avoir, peut-être demander à certains d'aller travailler, pour d'autres rester confinés, c'est des choses qu'ils vont avoir à gérer après, parce que les gens vont poser des questions sur les décisions qu'ils prennent aujourd'hui. Et la troisième des choses auxquelles ils vont être confrontés, c'est qu'à la fois, ils doivent travailler sur maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi travailler sur après, sachant que le collaborateur vont leur demander uniquement de travailler sur le maintenant. Donc, eux, ils ont cette problématique d'avoir cette double pensée, qu'est-ce qu'on va faire après, mais je dois aussi être concentré pour maintenant, ce qui n'est pas évident non plus pour ces managers. Dorine,
toi, il me semble que tes collaborateurs sont plutôt sur le terrain, ils ne sont pas confinés, ils vont travailler, ils vont mettre en place des produits dans les distributeurs. Qu'est-ce qui te remonte? Je sais que tu avais prévu hier d'appeler chacun de tes collaborateurs pour faire le point avec eux. Qu'est-ce qui te remonte d'un sentiment, d'inquiétude, d'anxiété? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui s'expriment de cette nature parmi tes collaborateurs? Alors, je ne sais pas si c'est de la pudeur de leur part ou si c'est vraiment le cas, mais je ne sens pas d'anxiété de leur part. Tous ceux qui sont là et qui travaillent encore actuellement sont volontaires. Dès le début du confinement, on leur a demandé, on leur a expliqué que certains clients restant ouverts, nous devions nous engager auprès d'eux et qu'ils étaient libres de rester chez eux. Voilà, donc tous ceux qui sont là, ils sont volontaires et je pense que pour certains, c'est aussi le maintien d'une vie sociale et que c'est important. Donc pour eux, en fait, cette période-là n'est pas anxiogène. De plus, ils ont tous des équipements de sécurité, donc gel, masque, gants, Charlotte, chaussures, combinaisons, lunettes, enfin tout ce qu'ils ont besoin, ils peuvent l'avoir. Donc je pense que c'est aussi une manière pour eux d'être rassurés. Donc moi, de mon côté, je n'ai pas vraiment d'anxiété dans mon entreprise au niveau de mes collaborateurs. Est-ce que tes collaborateurs mettent les équipements de sécurité que tu leur fournis? Est-ce qu'ils ne les mettent pas? Parce que quand on a des équipements, on peut se dire d'un côté, cet équipement, il me protège, donc c'est rassurant, et en même temps, on a le sentiment, en mettant sa Charlotte, son masque, son gel hydraulique, on a l'impression d'aller travailler à Tchernobyl. Donc il y a quelque chose qui peut, pour le coup, être anxiogène en se disant, mais c'est fou, mon métier, c'est de mettre des aliments dans un distributeur, c'est pas de gérer une centrale nucléaire, donc ça pourrait être à la fois rassurant et anxiogène. La plupart mettent uniquement les gants et se servent du gel hydroalcoolique. Certains mettent le masque quasiment pendant tout leur temps de travail. Mais ce n'est pas la majorité non plus. Après, comme on a des consignes contradictoires vis-à-vis des masques, ce n'est pas forcément évident non plus de nous donner les directives qui soient les plus rassurantes. Donc voilà, à ce niveau-là, eux les utilisent, mais les surutilisent pas. Tout ce que j'ai rajouté comme équipement, c'est pour leur sécurité s'ils se sentent, voilà, s'ils ont peur et s'ils se sentent pas en sécurité. Voilà. Donc, mais la combinaison, clairement, mis à part ceux qui vont remplir dans les milieux hospitaliers, ils ne la portent pas. Voilà. Et le point que je voulais aborder aussi, moi, c'était la responsabilité. Au début, pour moi, je sais que ça a été une grosse source de culpabilité de les envoyer un petit peu au front. Et aujourd'hui, ce que je véhicule plus comme message, c'est plus qu'on peut être fier d'être encore aux côtés de nos clients qui sont dans les milieux hospitaliers ou qui travaillent dans des hypermarchés. Voilà, donc ça, c'est un message, je pense, qui peut aussi rendre fiers nos collaborateurs et leur donner envie de travailler et de réduire un petit peu cette masse d'anxiété. Merci Dorine. Emmanuel, toi, tu diriges un groupe de 600 personnes, donc un grand groupe. Donc il y a forcément plein de collaborateurs qui vivent plein de choses différentes. Est-ce que il vous remonte à vous la ligne, à vous l'encadrement, la direction, est-ce qu'il vous remonte des cas compliqués ou des situations de travail ou des situations de vie au domicile qui rendent le travail compliqué et qui donc génèrent du stress et du mal-être parmi vos collaborateurs? Oui, si tu veux, aujourd'hui, la difficulté pour l'ensemble de nos collaborateurs, c'est de travailler dans un mode de fonctionnement un petit peu, je dirais, dégradé, parce que en termes de productivité, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail qu'au cabinet, et ils sont obligés de jouer soit effectivement avec les enfants, la famille, le fait déjà, je dirais, d'être chez eux et d'être dans un environnement qui est totalement différent de celui habituel, de pas avoir ce contact avec l'ensemble des autres collaborateurs, parce qu'effectivement les pauses café sont importantes, c'est des moments aussi de convivialité au bureau. Aujourd'hui, même si on arrive à mettre en place des conf calls ou des visioconférences, il manque un petit peu ce lien, je dirais, qui est le contact humain, qui est difficile effectivement aujourd'hui, ne serait-ce que même avec les gestes barrières et autres. Mais ce qui est important, c'était la possibilité pour eux, je dirais, de pouvoir venir aussi au bureau. On a fermé les bureaux à l'extérieur, hein. On continue toujours à travailler, mais on a laissé la possibilité à nos collaborateurs qui étaient au télétravail d'avoir, je dirais, de temps en temps un retour au cabinet pour pouvoir, je dirais, d'abord changer d'environnement.
être, je dirais, différent de celui du bureau et maison, bureau, et effectivement, d'abord de revoir un petit peu leurs collègues, de pouvoir discuter, et surtout d'avoir, je dirais, un environnement différent. On a simplement comme consigne une seule personne par bureau pour mettre en place les gestes barrières. Après, on a mis un petit planning pour que chacun puisse savoir si son bureau il est libre et autres, parce qu'effectivement, on met le roulement, et ça leur permet, je dirais, d'avoir un lien un petit peu différent de la routine qui s'est installée depuis 3 semaines. Une routine qui est plutôt, je me lève, je reste chez moi, je travaille de chez moi et je me couche chez moi. Je dirais déjà de pouvoir reprendre sa voiture, venir au bureau, voir d'autres personnes et de travailler un petit peu le lien, parce que même si effectivement on a un intranet, on a beaucoup de choses qui sont en place pour pouvoir garder le lien, le contact humain est quand même primordial dans ces périodes. Christophe, merci Manuel. Christophe, quelles sont les traductions physiologiques, psychiques, physiques quand on ne se sent pas bien dans la situation qu'on vit aujourd'hui, ça peut se traduire comment? Oui. Alors, quand on n'est pas bien, comme tu le dis, il y a toujours des signaux précurseurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en détresse? Qu'est-ce qu'on fait quand un collaborateur vous dit je suis stressé, je suis trop anxieux, etc. Il faut, j'ai envie de dire, avoir un peu la tête froide et être vigilant sur des signaux faibles qui sont des précurseurs de peut-être situations un peu plus visibles, voire émotionnellement un peu exacerbées. Donc, ça se traduit par des insomnies, ça c'est clair, c'est un signal qui est assez fort, par des préoccupations, des ruminations. C'est également aussi des changements de comportement. Donc, pour soi, il faut être vigilant vis-à-vis de cela et aussi être attentif à ce que vous disent vos proches. S'ils remarquent peut-être un changement bizarre, comportemental, vous n'êtes plus comme avant, écoutez vos proches. Parfois, c'est quoi? C'est une irritabilité, voilà. un repli sur soi, au contraire une très grande volubilité. Comment ça peut se traduire? Voilà. C'est ce qu'on dit, nous, une altération du fonctionnement normal. C'est-à-dire être vigilant sur le côté il n'est plus comme avant. Si on parle d'un collaborateur ou d'un collègue, c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne journée, une mauvaise journée. Ça, c'est une question d'humeur. Par contre, si ça s'installe, ce qu'on dit, c'est à peu près 15 jours. Là, il faut être peut-être vigilant. On est un peu au deuxième niveau de vigilance. Et il faut imaginer, peut-être se questionner sur faire un entretien avec cette personne-là, si on parle d'un collaborateur. Également, il y a un troisième niveau, c'est que ça s'aggrave. Si par exemple, vous êtes plutôt volubile et extraverti normalement, habituellement, et qu'il y a une mise en retrait, puis un isolement, la personne parle moins, la personne ne participe plus au collectif, etc. Et qu'en plus, elle se remet à fumer, qu'elle maigrit, qu'elle vous fait part aussi d'insomnie ou de problèmes de ce type-là, là, effectivement, il y a une aggravation. Là, il y a peut-être un signal de détresse auquel il faut être extrêmement vigilant et engager une discussion avec cette personne. Il faut absolument créer un climat de confiance, effectivement, où on peut avoir l'occasion d'avoir un contact et s'enquérir de la situation de la santé de la personne. Alors, soit en tant que dirigeant, si on a ce contact-là et on le sent, soit faire appel effectivement à un collègue ou à la médecine du travail. Voilà. L'idée, c'est d'aborder le sujet avec la personne sous l'angle de ses propres émotions, de dire je suis inquiet pour toi parce que j'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu cela, et de ne pas dire tu es en dépression, Ghislaine. Voilà. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, il ne faut absolument pas mettre d'étiquettes pseudo-médicales sur les personnes, mais vraiment rester sur les faits et sur les observables. Merci. Donc, je pense qu'il y a ce niveau de diligence. Merci. Christian, comment tu vois l'impact du confinement sur sa durée? Alors au début, au tout début du confinement, il faut mettre en place les outils, on cherche un peu ces marques. Maintenant, on est dans une deuxième phase dans laquelle on s'est installé dans ce confinement et on s'inquiète de savoir si on va un jour en sortir. On a l'impression que c'est long, que c'est un tunnel et on ne voit pas le bout du tunnel et c'est un peu sans fin. Comment le manager, comment le dirigeant doit appréhender ce confinement et sa durée dans sa façon de manager ses équipes?
Je dirais, il ne faut pas surjouer. Très souvent, dans des situations délicates que l'on vit, des situations d'exception, on a tendance à surjouer, à vouloir trop travailler avec ses collaborateurs, trop les avoir au téléphone, trop vouloir effectivement savoir ce qui se passe. La première des choses, c'est déjà respecter les rituels qui étaient en place dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants qui font effectivement des WhatsApp ou des web le matin pour prendre la température, comme on fait effectivement la réunion autour du café. Après, il faut respecter un certain nombre de rituels qu'il y avait dans l'entreprise et qui peuvent être faits effectivement soit de manière à distance, si les gens sont confinés, ou soit dans l'entreprise, comme l'expliquait tout à l'heure Dorine, allez voir. Et donc, c'est déjà ne pas vouloir surjouer, sinon les gens vont s'apercevoir que vous êtes vous-même en état de stress. Donc, c'est continuer à faire comme avant et puis plus écouter les personnes parce que vous allez entendre des réalités humaines de nos collaborateurs, alors soit sur le terrain, puisque certains vous posaient la question, comment ça se fait que moi je suis là et d'autres sont confinés. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi que vous soyez présent. Il faut aussi que vous donniez du sens au travail que font les collaborateurs. Comme le disait Dorine, c'est être fier du travail effectivement que l'on fait parce qu'on apporte effectivement cette plus-value à l'entreprise. Il n'y a pas que les personnes de santé, il y a aussi nos collaborateurs qui font des choses effectivement exceptionnelles et qui sont capables effectivement d'aller braver le danger pour certains et qui trouvent un sens à cette démarche. Donc, je dirais dans un premier temps, essayons de continuer, non pas comme si de rien n'était, mais continuons à garder nos rituels. Et vous allez voir que quand on va sortir du confinement, il y a des rituels que l'on n'a pas fait ici, qui n'avaient plus de sens et qui vont se déliter tout naturellement à la fin de ce confinement. Dorine, est-ce que sur cette question des rituels, est-ce que tu as changé des choses justement dans ces rituels d'entreprise ou est-ce qu'au contraire, tu as considéré qu'il fallait surtout ne rien changer pour garder ces rituels, cette façon de faire qui peut être très rassurante? Alors justement, moi, j'ai pas forcément changé ma façon de manager mon équipe parce que moi, ce qui me donne du sens, c'est déjà à la base de prendre soin d'eux. Je rebondis sur ce que Christian disait. Effectivement, je pense que nos collaborateurs ont besoin de garder des repères alors que tout notre monde s'effondre et toute notre société. Et du coup, nous, de notre côté, on aime beaucoup, on mise beaucoup sur la convivialité, on fait les anniversaires, enfin voilà, on essaye de garder du lien. Et pour se garder ce lien actuellement, on a créé un WhatsApp, ce qui n'était pas du tout le cas. Et on continue à fêter les anniversaires, on partage nos apéros en photo, on partage aussi nos passions. Ça nous permet aussi d'apprendre à connaître les activités des uns et des autres pendant ce confinement et ça nous permet aussi d'apprendre à les connaître différemment. Donc, je trouve ça très positif de mon côté. Après, je suis d'accord aussi sur le fait qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Pour nous, dirigeants, il faut vraiment qu'on lâche prise et qu'on vive l'ici et maintenant, pour ne pas être angoissés nous-mêmes. Et je pense que l'énergie que nous-mêmes, nous renvoyons à nos collaborateurs est importante. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une sérénité et pas essayer non plus de suranticiper un contexte qu'on ne maîtrise pas du tout. Voilà. Et un terme que j'ai apprécié en échangeant hier, c'était la réalité objective. Je pense que la transparence et la communication avec nos collaborateurs est importante et que ça ne sert à rien de cacher la réalité. On ne sait pas ce que ça va donner. Et le fait d'évoquer une réalité vraiment objective, ça permet aussi à chacun de trouver un équilibre et de s'adapter au fur et à mesure. Et voilà, je trouve que ça permet de travailler aussi sur leur bien-être à eux. Ça veut dire, Dorine, que tu joues pas la Wonder Woman à la patronne qui saurait tout et qui aurait réponse à tout. Tu te Non. donnes le droit de montrer des doutes, des interrogations à certains moments et tu considères que ça, c'est non seulement normal, mais aussi rassurant pour tes équipes. Alors, c'est déjà mon fonctionnement habituel parce que je suis comme ça et j'exprime beaucoup mes émotions, qu'elles soient positives ou un peu moins bonnes. Je n'ai pas changé de posture et je pense que c'est aussi peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, mes collaborateurs ont confiance et me posent très peu de questions. En fait, je leur ai dit qu'on allait faire ça ensemble, qu'on allait s'en sortir ensemble, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est rassurant. Voilà. Il faut rester soi et je pense qu'il ne faut pas surjouer. Emmanuel, sur cette question des rituels d'entreprise, est-ce que dans ton entreprise, vous avez changé un certain nombre de pratiques ou est-ce que vous avez au contraire pensé que la constance était la bonne solution dans le moment compliqué qu'on est en train de vivre? C'est un peu le paradoxe, si tu veux. Aujourd'hui, vraiment, on est dans une période qui est vraiment
exceptionnel. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Dorine. Il faut être transparent. Transparent parce que nous, quand on est arrivé sur la première semaine, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce de la part du gouvernement. Et ces effets d'annonce, il fallait attendre effectivement la loi d'urgence sanitaire et derrière après les ordonnances. Et depuis 2 semaines, on a ordonnance contre ordonnance, ordonnance qui modifie et autres. Et il faut accepter de lâcher prise et de dire on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les informations et il va falloir qu'on s'adapte. Et au quotidien, je dirais, le matin, on fait une mise à jour un petit peu de la doc, on essaye d'informer au maximum, mais le mot d'ordre, c'est de dire, on est là pour accompagner nos clients, on est là pour être présent, mais là où d'habitude, on nous appelle pour confirmer, pour être sûr d'un choix, aujourd'hui, on leur dit, écoutez, il faut qu'on regarde, on n'est pas sûr parce que aujourd'hui, il y a des ordonnances qui sortent le week-end, des ordonnances qui viennent dire ou améliorer ce qui a été dit avant, et c'est vraiment une zone d'incertitude qu'on n'a jamais connue. D'habitude, effectivement, on a le temps de s'approprier les lois pour pouvoir accompagner nos clients. Là, globalement, on arrive, il y a une nouvelle ordonnance, donc il faut s'adapter, et globalement, c'est dire à nos collaborateurs, là où on avait des points, je dirais, un peu plus programmés, on peut programmer effectivement des calls d'urgence pour pouvoir donner effectivement, je dirais, des informations. Donc là, il y avait l'activité partielle. Maintenant, c'est le prêt garanti par l'État, et on attend aussi comment accompagner au mieux nos clients, avec toujours l'humilité de dire là on sait pas tout, on s'adapte, on reviendra vers vous, et soyez un petit peu indulgents, mais on s'aperçoit que nos clients sont encore peut-être plus indulgents que nos collaborateurs, parce que ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire l'incertitude et autres, et qui comprennent bien que dans cette période on peut pas tout savoir. Et c'est là où finalement, les rituels ils sont bouleversés, Par contre, on a eu la période d'adaptabilité, c'est-à-dire la période où il a fallu se mettre en ordre de marche, c'est-à-dire faire les premiers gestes d'urgence d'accompagnement de nos clients. C'était ça, la mise en sécurité de nos clients pendant la première période de confinement. Maintenant, c'est de dire comment on va les faire sortir de cette période et comment on va les accompagner. Et donc, on a eu, je dirais, une période de travail qui s'est allongée. Et là, on a dit attention, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Revenons, je dirais, à des rituels un petit peu plus normaux, c'est-à-dire que nos calls qu'on faisait de 18 à 19 heures, maintenant on les a remis à 17 heures le soir, pour que les gens reprennent un rythme de vie normal et pas se laisser enfermer, si tu veux, par rapport à la période grisante qu'on est en train de vivre. C'est de dire ok, on est là pour accompagner, mais on n'est pas des Superman du quotidien, quoi. Et à un moment, le temps va continuer à faire son œuvre, et on ne sait pas dans combien de temps ce confinement va s'arrêter. Christophe, sur cette question de laisser paraître ses émotions, d'être transparent et de laisser paraître ses doutes, est-ce que c'est pour un collaborateur, est-ce que c'est bon pour son bien-être, ou est-ce que c'est au contraire générateur d'angoisse pour un collaborateur que d'avoir un patron qui fait preuve d'une certaine transparence et qui laisse ses émotions transparaître? Oui. Alors, effectivement, quand vous êtes dirigeant, je le suis moi-même, vous êtes le thermostat de l'équipe. C'est-à-dire que si vous êtes anxieux, cette anxiété va être diffusée vis-à-vis de l'équipe. En même temps, on vit tous une situation qu'il faut reconnaître et se focaliser, dire sur quoi on peut agir, et effectivement être clair sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est-à-dire les ordonnances, effectivement, les mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre, les contradictions parfois qu'ont pu laisser transparaître les différentes mesures, les allers-retours, etc. Tout le monde peut le comprendre parce que c'est une réalité objective qui concerne tout le monde. Donc, tant qu'on est factuel, je pense que ça pose pas de problème. On revient sur les faits, on peut faire référence au texte, à ce qui s'est passé, à l'actualité. Bon. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus feindre et être dans une forme de facticité, parce que ça se voit aussi, ou de surjouer, comme le disait Christian tout à l'heure. Pour moi, c'est la question de l'authenticité, la question de l'empathie et du dialogue. C'est ça le plus important. C'est d'avoir des temps et de pouvoir l'organiser, ce dialogue-là, et via la ligne hiérarchique, si vous avez des managers en dessous, qui puissent discuter avec chacun de ses collaborateurs.
Le risque le plus important, c'est l'isolement. Et avec cela, effectivement, de ne plus avoir des préoccupations sur lesquelles on peut partager et de se dire qu'on a du soutien et qu'on n'est pas seul à vivre cela et derrière peut-être avoir des dérives liées à cette individualisation du problème, quoi. Alors que le sujet, il est collectif. Donc les rituels, ils sont là aussi pour créer ce soutien social, pour créer ce dialogue et pour qu'il y ait ces remontées. Euh, Tout le monde peut entendre qu'aujourd'hui, un dirigeant n'a pas la solution. Et je pense que c'est sain de le dire et c'est sain de l'évoquer. Maintenant, je pense que vous êtes le thermostat, mais vous avez aussi de quoi prendre le thermomètre et la température de l'équipe. Il faut l'organiser, ça. Voilà. Christian, quelle exigence de performance dans le moment qu'on vit? Est-ce qu'un dirigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses équipes, est-ce qu'il se doit euh, de se donner le droit d'être un peu moins exigeant et d'accepter que la performance soit un peu inférieure parce que c'est compliqué, qu'il faut en tenir compte dans la façon dont on évalue ses collaborateurs et dont on s'évalue soi-même? Tout à fait. Déjà, je pense que nous, en tant que managers, par rapport à nos collaborateurs, on doit comprendre aussi la réalité quotidienne que visent nos collaborateurs quand ils sont en confinement, ou même ceux qui ne sont pas en confinement. Il y a des exemples simples. Il y a des gens qui sont en famille, ils ont 3 enfants, ils sont perturbés tout le temps, donc ils ne peuvent pas être totalement concentrés sur le travail de l'entreprise. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dans les familles, eh bien, le conjoint et la conjointe se séparent les temps pour garder les enfants ou les temps effectivement qu'ils vont travailler. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être exigeant sur les 35 heures que l'on demandait effectivement hier ou plus. Ça, c'est la première des choses. Il faut bien comprendre la réalité des personnes pour bien voir ce que l'on peut demander. La deuxième chose, c'est que beaucoup de collaborateurs, d'abord, travaillent beaucoup et sont prêts effectivement à s'investir. Parce que là, en montrant des gages de confiance, en leur disant, voilà, je compte sur vous, comme le disait effectivement tout à l'heure Dorine, je compte sur vous, les gens vont se sentir investis d'une mission. Par contre, il ne faut pas non plus, il faut faire attention qu'ils ne surtravaillent pas. Je connais pas mal de personnes qui maintenant commencent à travailler le week-end. Et aussi, quand on se lève le matin, quand on travaille chez soi, il n'y a plus ce sas qui était effectivement le transport, qui était la voiture, qui était le début avec la pause café avec ses collaborateurs. On prend son petit-déj et hop, on va travailler. C'est-à-dire que tout ce qui nous permettait de travailler tranquillement n'existe plus dans ces périodes de confinement quand on est chez soi. Donc, ça veut dire que l'exigence doit être là, bien évidemment, parce que l'entreprise doit continuer à tourner, mais faites attention de ne pas surexiger et surtout, entendez bien les réalités humaines qui vont se jouer parmi vos collaborateurs, qu'ils soient confinés ou pas. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette exigence-là. Quand on diminue un peu, quand on a une moindre exigence, est-ce que la crainte qu'on peut avoir en dirigeant, c'est de se dire, mais une fois que la crise sera passée, est-ce que je pourrais revenir en arrière et revenir à l'exigence d'avant? Christian, est-ce que là-dessus, il y a un, est-ce que la crise est un moment particulier ou est-ce qu'elle va laisser des traces qui vont nécessiter de toute façon que ce management un peu différent continue après cette crise? Alors, bien évidemment, ce management va continuer parce que les collaborateurs ont vu qu'on pouvait s'organiser différemment. Ça, c'est la première des choses. Comme je le disais tout à l'heure, des erreurs de management ou des erreurs de pilotage vont avoir une conséquence quand on va reprendre. Troisième chose aussi sur laquelle je souhaiterais mettre en avant par rapport à cette exigence, c'est que je pense qu'au retour du confinement, les collaborateurs qui ont été confinés, voire même ceux qui travaillent, vont être fatigués. Donc, faisons attention quand on va retourner dans cette vie que l'on a quittée il y a quelque temps, de ne pas surexiger parce que les gens vont avoir besoin de se reposer, voire même vont demander des journées de pont et tout ça, alors qu'on dit, ben non, il faut reprendre. Eh ben non. Là, il va falloir leur donner ce temps parce qu'ils sont beaucoup investis durant cette période, effectivement, de confinement sur lequel on a été exigeant. Et puis, la dernière des choses, c'est que notre exigence, souvent, hier, était faite par des contraintes de temps. Toutes nos urgences étaient faites par le temps qui fait, voilà, je dois rendre quelque chose pour demain ou après-demain. Aujourd'hui, ce temps n'existe plus. Donc, les gens sont en train de quitter l'urgence pour voir vraiment ce qui est important dans leur métier. Et ça, on peut se dire, ce que l'on peut garder après, c'est faisons toujours bien la différence entre l'important pour l'entreprise, pour mes collaborateurs, et ce qui était de l'urgence, qui était dû au temps, qui aujourd'hui s'est un peu arrêté. Et là, ça nous permettra peut-être de prioriser différemment après. Donc, apprenons ça aujourd'hui, par exemple. Dorine, dans ton rôle de dirigeante, est-ce qu'aujourd'hui tu es davantage bienveillante, moins exigeante sur la performance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans l'évaluation que tu portes sur tes collaborateurs? Bienveillante, non, je le suis peut-être même encore un peu plus. Exigeante, je pense que mon niveau d'exigence n'était pas forcément assez élevé avant, donc je ne l'ai pas surélevé maintenant. J'ai délégué cette fonction, pour être franche, parce que voilà, à la base, j'ai un master de psycho et mon truc, c'est plutôt d'accompagner les gens
que de mettre des barres trop hautes. Donc voilà, il faut savoir déléguer. Maintenant, je pense effectivement que demander un niveau d'exigence trop important aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est productif. Moi, dans mon entreprise, c'est vrai que voilà, l'exigence n'a pas changé, mais par contre, je pense que le contexte fait que la responsabilité des uns et des autres est différente, dans le sens où quand on explique que ce contexte-là, il faut qu'on le vive ensemble et qu'on le traverse ensemble. Je pense que les collaborateurs s'auto-cadrent d'une certaine manière et il faut être aussi vigilant à ce qu'ils ne se mettent pas des exigences eux-mêmes trop élevées. Je vois beaucoup dans des entreprises au Luxembourg, j'ai des amis qui travaillent, qui sont en télétravail. Pour eux, c'est l'enfer. Ils passent vraiment des journées difficiles où ils sont vraiment suivis et pointés chaque jour. Voilà. Et je vois que ce n'est pas forcément productif et qu'à terme, ça risque de faire des dégâts. Emmanuel, dans ton entreprise, qu'est-ce que vous avez changé dans les relations de travail, dans la façon de travailler les uns avec les autres avec ce confinement? Qu'est-ce que vous faites évoluer pour tenir compte de la situation très particulière dans laquelle on est? On a instauré depuis plusieurs semaines, si tu veux, un message déjà le vendredi. Le premier, c'était d'abord de remercier l'investissement de l'ensemble de nos collaborateurs pendant cette période et effectivement, comme ça fait partie de notre ADN de solidarité et d'accompagnement du territoire, si tu veux, depuis plus de 63 ans. Donc, c'était pour nous, voilà, de jouer notre rôle sociétal. Donc, de faire le lien, je dirais, entre ce qu'est le groupe et puis notre ADN et surtout le fait que le groupe, il est là parce que grâce aussi aux collaborateurs, hein, c'est le travail qu'ils effectuent au quotidien. Et ce qui était important, après, on s'est pris au jeu. Donc, on a fait un deuxième message le vendredi d'après, puis on en a refait un troisième. Maintenant, je suis attendu au tournant tous les vendredis par rapport au message que j'envoie. Et on m'a demandé maintenant si je pouvais peut-être même le faire pendant toute l'année. Alors, j'ai dit qu'après 52 semaines, ça allait être un petit peu compliqué parce qu'effectivement, il faut trouver toujours un petit peu un message différent et qui permet, si tu veux, de parler un peu à tout le monde parce que c'est ça. Et c'est de garder ce lien. Pour moi, nous, c'était important, c'est de dire, voilà, le vendredi, on veut que les gens arrêtent de travailler. Je reviens de Christian, on voit des risques. Il y a des gens qui nous demandent, nous, on avait mis déjà un droit à la déconnexion au cabinet depuis un certain nombre d'années. Et si tu veux, il faut qu'on demande l'autorisation de son manager pour pouvoir travailler. On arrête le samedi à 13h, hein, les plages horaires, et même la semaine, hein, ils peuvent pas travailler après 9h. Parce que effectivement, pour nous, c'était hyper important d'avoir un droit à la déconnexion. Donc en fait, avec un mode de dérogation, il faut qu'ils demandent leur dérogation pour pouvoir avoir accès au système informatique. Et on a vu qu'on avait des personnes qui nous ont demandé le samedi, dimanche et autres. Et pourquoi on était passé par système de dérogation, c'est pour pouvoir dire stop, attention, est-ce que c'est bien important, est-ce que c'est vraiment une urgence, est-ce que tu peux pas t'organiser différemment et refaire un peu ton planning. Alors je dirais que ça a un petit peu explosé pendant la première période. Là maintenant on revient un petit peu à des sujets où on dit attention parce que il va falloir durer dans le temps. Aujourd'hui on nous annonce des délais supplémentaires pour produire. Moi le risque que j'y vois c'est que ça soit interminable et puis qu'on n'en sorte jamais parce que effectivement on a un peu plus de temps pour faire les bilans, on a un peu plus de temps pour faire les déclarations, sauf qu'à un moment, il va falloir bien que nos collaborateurs ils soufflent. Donc il faut qu'ils aient ces périodes où ils peuvent reprendre un peu d'oxygène et autres. Et effectivement, ces messages permettent, je dirais, d'abord de garder le lien. Puis là, on est en train de lancer cette semaine à l'ensemble de nos collaborateurs un petit concours de photos avec des selfies sur un petit peu décalé sur comment ils travaillent. On voulait inclure tout le monde, pas que ceux qui sont en télétravail. Donc c'est aussi bien nos collaborateurs qui sont au bureau qu'au télétravail, de faire des photos, de faire un petit jeu concours pour que chaque semaine on puisse voter la photo de la semaine et puis voilà, travailler un petit peu différemment.
Bon, des idées, on en a encore. Je vais pas tout dire aujourd'hui parce que sinon après ils vont le savoir, mais on essaye, je dirais, de garder ce lien et puis aussi de travailler un petit peu décalé, chose peut-être qu'on fait pas au quotidien. Alors souvent on l'a fait des jeux concours quand il y a la Coupe du Monde et autres, ça fonctionne assez bien. C'est là qu'on s'aperçoit que l'intranet est bien lu. Généralement tout le monde se prend au jeu, puis des fois on a des informations qu'on voudrait que tout le monde lise qui sont pas lues. Donc c'est vrai qu'il faut changer un petit peu le ton peut-être de l'information et comment on le diffuse, parce qu'on pense que le fait qu'on ait mis on a un journal interne et autres, des informations sur le site intranet, bah, c'est une évidence que tout le monde va le lire. Bah, des fois non. Et des fois, c'est l'accroche. Et on s'aperçoit effectivement que ce petit mot du vendredi, bah, ça fait plaisir. Et puis, bah, nous, surtout, ça nous fait plaisir parce que c'est important de dire voilà, de toute la confiance qu'on a en eux et tout le travail extraordinaire qu'ils font l'accompagnement de nos clients. Christian, quand on met en place des dispositifs comme ça, un peu de convivialité pour essayer de maintenir du lien, est-ce qu'il faut bien y réfléchir avant? Parce que moi, je me dis que quand on les met en place, bah, il faut que ça dure, il faut que ça marche, il faut que ça marche dans la durée. Est-ce qu'il y a un risque que ça marche une fois, puis une deuxième fois un peu moins bien, la troisième fois, c'est très essoufflé, et puis après, ça s'arrête? Donc, est-ce qu'il faut tenir compte de ça quand on met en place des outils de cette nature? Quand on met en place des outils de cette nature, il faut bien voir la réaction que ça provoque chez nos collaborateurs. Bien évidemment, comme maintenant les gens sont séparés, se voient moins qu'avant et que nous sommes quand même l'espèce humaine et on a besoin de liens, on ne peut pas vivre tout seul. Tous ces outils, tous les WhatsApp, tous ces rituels effectivement de convivialité, les gens y adhèrent. Après, il faut voir qu'à un moment donné, peut-être ils vont perdre un peu de sens parce que les gens ont besoin d'autre chose, ont besoin d'un peu plus de profondeur. Et c'est là où il va falloir effectivement changer, évoluer, mais c'est bien être à l'écoute des commentaires des collaborateurs sur ces choses-là. Après, comme le dit effectivement Emmanuel, il y a peut-être des choses qui vont perdurer après, quand tout va redevenir effectivement le normal, parce qu'ils y auront tellement pris goût que ça va donner du sens. Donc, je pense que ceux qu'on va abandonner, c'est ceux qui n'auront pas de sens et qu'on va comprendre que c'était important de l'avoir maintenant, parce que ça permettait de garder du lien, de garder cette connivence entre les collaborateurs. Et puis, ceux qui vont rester, ce sont ceux dont nos collaborateurs vont dire, bah, ça, c'était super bien et on peut le faire continuer. Et là, c'est vraiment être à l'écoute et non plus imposer des choses qui sont passées. Mais ça veut dire, Christian, que quand un dispositif ne marche pas, ce n'est pas la peine de m'obstiner en me disant j'ai mis ce truc-là en place, il faut que ça dure sur le temps du confinement. Si l'idée n'est pas bonne, je l'abandonne parce que ce n'était pas un bon outil ou ça s'est essoufflé très vite. Alors oui, on peut le dire. Alors bon, il faut peut-être le tester 2 ou 3 fois pour voir si vraiment l'idée est bonne. Ce n'est pas parce que la première fois, on va être des débutants là-dessus que ça ne marche pas à 100%. On peut peut-être le rééditer 2 fois, 3 fois. Et après, on peut effectivement le changer, l'affiner, l'améliorer. C'est ce qu'on appelle effectivement au sein du CJD l'expérimentation. Donc, on peut expérimenter ces choses-là pour permettre aux gens de garder le lien et surtout de mettre en place ces rituels de convivialité qui permettent aux gens effectivement de toujours être ensemble. Christophe, tu voulais réagir sur cette question de ces rituels de convivialité? Oui, alors effectivement, la convivialité, ça ne se décrète pas, hein. Vous ne pouvez pas, étant dirigeant, dire soyez conviviaux lors de ce moment barbecue électronique, par exemple. Je pense qu'il est important d'être souple pour rejoindre le premier sujet qui est est-ce que le dirigeant doit s'adapter, lâcher un peu prise sur les exigences. Moi, je pense que c'est nécessaire, hein, ne serait-ce que par rapport aux contraintes que vivent tout le monde, que vivent toutes les personnes aujourd'hui. Et surtout que ça va marquer les gens et que ça va, j'ai envie de dire, déterminer la suite des événements. Il faut penser au post-confinement également. L'entreprise s'adapte et les dirigeants également aux personnes. Donc, il faut adapter les objectifs, hein. On voit des managers qui posent ces questions, hein. Quid de mes objectifs? Est-ce que je dois faire un entretien annuel, par exemple, maintenant, parce qu'on sait qu'on ne les atteindra pas? Et d'autres, les salariés, on les entend, qui disent, voilà, on nous parle aujourd'hui de poser des congés payés maintenant parce que cet été, il va falloir cravacher, comme ils le disent. Donc, il y a toutes ces inquiétudes qu'il faut écouter. Les temps de convivialité sont aussi faits pour avoir des temps de contact, hein. Il faut pouvoir les adapter. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des collaborateurs pour que ça ne vienne pas que de vous, que ce soit pas top-down, hein, ça peut aussi être un peu bottom-up, désigner des personnes, favoriser les initiatives, hein, pour proposer ces points de contact. En termes d'organisation aussi du travail, il n'y a pas que la convivialité, parce que
On peut faire des Teams, des WhatsApp, je sais pas, tous les vendredis à 16 h. Donc ça, c'est une première chose, mais vous pouvez inciter à ce que les gens aussi travaillent entre eux, fassent des sous-groupes sur certaines missions, certains projets. Ça peut être le moment aussi de créer ce soutien, hein. Est-ce qu'on Je peut le pense qu'il faire faut dans faire le attention. moment, Christophe, est-ce qu'on peut le faire dans le moment qu'on vit? C'est-à-dire que si dans mon management jusqu'à maintenant, je cultivais pas beaucoup la convivialité, le boulot, Ouais, c'était d'abord le boulot. Est-ce que le moment le permet ouais. ou est-ce que c'était avant qu'il fallait le faire pour être capable de cultiver cette convivialité dans le moment du Covid? Oui, alors je crois que ça serait, comment dire? Les gens n'y croiraient pas, hein, si vous basculez d'un extrême à un autre et puis ça serait pas naturel. Je pense qu'il faut, écouter son instinct et le bon sens et y aller par des petits comportements, hein, des petites choses. Si par exemple, vous n'êtes pas un manager qui est proche de ses équipes, vous pouvez, déjà demander, à votre collaborateur, ce qu'ils attendent, hein, de vous à ce niveau-là, en termes de liens, en termes de collectif, en termes de rituels. Demandez-leur. Ne décrétez pas pour eux ce qu'il faut faire, parce qu'on serait sur quelque chose qui pourrait taper à côté et vous créerez de la distance en tant que tel. Donc moi, je dirais, demandez-leur, exprimez aussi vos attentes par rapport à ça. C'est une formidable opportunité de mieux connaître vos collaborateurs. S'ils sont confinés chez eux, vous pouvez demander à ce qu'ils montrent leur bureau, dans quel environnement ils travaillent, avec qui ils sont confinés, pour pouvoir avoir de la souplesse. Voilà. Et ce dialogue-là, et une adaptation, hein, les uns et les autres, et de demander des engagements. Quand est-ce que tu es dispo? Quand est-ce que tu te reconnectes ou pas? Quand est-ce que tu es off? Voilà. D'avoir ce dialogue-là de proximité, il est très important. Ça ne peut pas être top-down. C'est ça que je veux dire, globalement pour tout le monde. On a tous des réalités différentes. Et puis à ces moments-là, il faut aussi, c'est pas que des moments collectifs, c'est aussi des moments individuels que vous pouvez partager également, c'est reconnaître les comportements. J'ai bien aimé ce que disaient les dirigeants aujourd'hui, c'était je veux valoriser ce qu'ils font, montrer la mission. Vous pouvez aussi reconnaître les personnes pour leur capacité d'adaptation, pour leur flexibilité, pour leur souplesse, pour leur convivialité, pour leur esprit, pour leur soutien auprès des autres. Voilà. Il y a aujourd'hui la performance peut-être par rapport à la santé est peut-être mis à un autre niveau, mais il faut effectivement aussi continuer à soutenir, reconnaître, voilà, faire preuve de soutien par les mesures que vous mettez en œuvre, leur expliquer pourquoi vous le faites, que vous tenez à eux, voilà, que travailler la relation, qui plus est en temps de confinement et d'isolement potentiel, il faut insister sur la relation. Merci Christophe. Dorine, dans ta relation avec tes collaborateurs, est-ce que dans le moment qu'on vit aujourd'hui, tu t'autorises à leur poser davantage de questions sur leur vie privée, les conditions dans lesquelles ils sont pendant ce moment du confinement, ou est-ce que tu gardes la même distance par rapport à cette frontière parfois un peu compliquée entre la vie professionnelle et la vie privée? Encore une fois, c'est des habitudes que moi j'avais avant déjà, où j'ai une distance qui n'est pas forcément toujours la distance du manager, mais globalement, je connais quand même la vie de mes collaborateurs. Je sais s'ils sont seuls, s'ils sont en couple, avec des enfants, sans enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a changé dans ma façon de faire actuelle. Je découvre juste un peu plus au niveau des échanges qu'on a sur le WhatsApp. Peut-être leur façon de vivre, leur passion, comme je le disais. J'ai découvert la passion d'un de mes collaborateurs qui travaille chez nous depuis 20 ans pour des logiciels d'animation 3D. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas découvert avant. Donc voilà, ça engage des discussions sur d'autres choses. Et ce qui est important aussi sur ces fils WhatsApp, c'est nous, il y a une règle d'or, c'est qu'on ne parle pas du Covid, mis à part pour s'envoyer des conneries. Et il n'y a rien d'anxiogène là-dedans, donc c'est que des échanges de vie, de coups de cœur, et je trouve ça important aussi. Et pour ce que disait Christophe, je pense qu'effectivement, travailler sur le renforcement positif avec nos collaborateurs est important en termes du coup voilà, d'appuyer aussi sur le fait que c'est une chance pour nous d'avoir une vie sociale, le fait de travailler, les valoriser aussi, parce qu'on parlait d'exigence, mais je pense qu'il faut valoriser aussi leur engagement à nos côtés, et l'exemple aussi des soignants qui ont des dessins qui arrivent de la part d'enfants extérieurs pour les soutenir, des banderoles qui sont mises dans les rues. Je pense que ce n'est pas seulement le rôle du manager de soutenir ses équipes et de les renforcer. Je pense que c'est un rôle de la société. Voilà, globalement, tout le monde a un rôle à jouer là-dessus. Merci Dorine. Emmanuel, dans ton entreprise, est-ce que cette dimension
de la prise en compte de la vie perso, est-ce qu'elle est plus présente? Est-ce que les managers s'autorisent davantage à poser des questions et à s'intéresser à la vie perso des salariés de ton entreprise? Oui, je pense que effectivement, sur les fils WhatsApp qu'ils ont tous créés avec leurs équipes, bah, je dirais il faut être vigilant parce que effectivement, comme on n'a pas le visu sur les collaborateurs, et ben des fois on peut ne pas comprendre pourquoi on n'a pas une réponse qui était sur le même rythme qu'on pouvait avoir l'habitude. Ça, c'est des petits, je dirais, exemples que l'on voit. On avait des collaborateurs qui étaient très réactifs quand ils étaient à l'entreprise et on a un délai qui est un peu plus long, ce qui est normal, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas, moi je parle de mode dégradé, c'est-à-dire qu'on fait bien son travail, mais on n'a pas la même productivité. Donc on peut avoir des petits alertes comme ça, mais je pense que c'est aussi important, on ne connaît pas, je dirais, la problématique de leur environnement du moment et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc je pense qu'il faut être ouvert, sans trop être inclusif aussi non plus, hein, parce qu'il faut laisser la part privée, mais effectivement de ne pas se l'interdire de poser ces questions et de toute façon si vous êtes transparent, mais aussi, et je rejoins, ça dépend aussi quel mode de management vous avez mis au quotidien depuis des années. C'est pas parce que aujourd'hui effectivement ça va de soi d'être un peu plus lâcher la bride, d'être un peu plus poser des questions. Maintenant, est-ce que c'est votre mode de management? Et pour certains, c'est inné parce que effectivement, ils sont dans ce mode de fonctionnement au quotidien, donc je dirais ça se fait naturellement. Et pour d'autres, effectivement, on arrive des fois peut-être à ce que ça soit surjoué et peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire de donner peut-être un peu plus de stress quand on devrait plutôt le libérer. Donc ça, il faut faire attention. C'est vrai que nous, sur le nombre de managers, on a travaillé dessus. Ça fait 2 ans qu'on a lancé un grand programme de formation sur l'ensemble des managers, sur l'accompagnement au changement, ainsi que sur l'ensemble de nos collaborateurs. On a appelé ça CAP 2020 chez nous, qui était, je dirais, avant Covid, hein, mais qui était plutôt sur la transition de l'entreprise, la transition aussi de la société, et comment accompagner des collaborateurs qui ont été habitués à travailler sous un certain format, je dirais, à avoir un format qui va changer, parce qu'effectivement le numérique est présent, mais aussi la société change. On n'a plus les mêmes façons d'appréhender le travail. On le voit avec nos jeunes collaborateurs qui n'ont pas du tout les mêmes, je dirais, organisations qu'on pouvait avoir. Il n'y a pas le même formatage. Et donc, on avait lancé cette campagne de formation. On avait commencé par l'ensemble de nos managers sur 8 jours de formation pour pouvoir accompagner au changement d'abord eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que les collaborateurs qu'il faut accompagner, il faut aussi s'accompagner soi-même et aussi pour évoluer et effectivement d'être vigilant. Mais effectivement, il va y avoir quand même un petit peu de la personne qui avait aussi ses habitudes et de s'adapter pour pouvoir être plus vigilant vis-à-vis de ses collaborateurs. Christian, ce moment, il est révélateur à la fois de la façon dont fonctionnent et dont travaillent les collaborateurs, mais aussi de la façon dont fonctionnent les managers, de leur méthode managériale. Est-ce que cette crise va laisser des traces positives ou négatives sur le comportement et le regard des salariés, des collaborateurs sur l'entreprise? Alors, je pense, pour te répondre, que ça peut laisser et ça va laisser des traces positives si dans mon management, alors que je faisais avant ou peut-être que je vais essayer maintenant, je montre fortement des marques de confiance auprès de mes collaborateurs. C'est-à-dire que comme je ne peux pas être présent tout le temps avec eux, le travail qu'ils doivent faire, je vais leur faire confiance, les piloter moins. Donc cette notion de confiance va effectivement rester et les gens vont percevoir cette nouvelle confiance que va leur donner les managers s'ils ne le faisaient pas avant. La deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que maintenant où il y a un peu plus de temps, on est moins dans l'urgence, mais plus dans l'important. Donc, on va pouvoir se centrer sur l'important. Maintenant, ce qui risque de se passer aussi, et là, il faut bien faire attention, c'est que je risque, comme je disais tout à l'heure, de faire des erreurs de management. Peut-être à certains, je leur ai demandé parce que c'était mon choix de prendre des RTT, puis à d'autres, je vais les mettre en congé, en chômage partiel. Et là, ils vont me poser des questions. Tiens, comment ça se fait que moi, tu m'as demandé de prendre des RTT? C'est vrai, j'en avais beaucoup. Et puis à d'autres, tu les as mis en chômage partiel. Et ça, toutes ces petites erreurs de management,
eh bien, ça risque effectivement, si le climat est un peu délétère dans l'entreprise, risque effectivement de vous éclater à la figure, comme le disait effectivement l'un des intervenants. Voilà, il y a des choses qui risquent de se passer après. Donc, il risque d'avoir des choses très positives, mais par contre, ce qui va se passer maintenant, ça va rester dans les mémoires pour après, et ça risque effectivement, après, de devoir être géré. Ça veut dire que certains peuvent se dire c'est bon, enfin le ressort est cassé, l'élastique est cassé, et donc à la sortie de ce confinement, je cherche du boulot ailleurs, cette entreprise m'a montré ses limites. Enfin, il y a un peu ce risque-là, Ah bah, si on gère mal ce moment-là. Il y a ce risque-là. Je connais des entreprises où l'exigence vis-à-vis des collaborateurs est tellement forte, où on dit à ces collaborateurs, si vous, dans vos journées de 8 heures, vous n'avez que des projets qui durent 5 heures, les 3 dernières heures, vous m'en parlez et puis je les mets en congé ou tout ça. Et j'ai eu des retours en disant, très bien, je sais comment il fonctionne maintenant et j'ai plus envie de travailler pour lui. Alors bien sûr, le métier qu'ils font est en tension, donc ils pourront sûrement retrouver des choses ailleurs, mais pensez que vos comportements-là sont si révélateurs, peut-être, de ce que vous êtes réellement. Et là, vos collaborateurs vont le voir. Alors, on arrive dans les 5 dernières minutes de cette matinée. Je voudrais qu'on s'interroge maintenant sur un dernier sujet. Je voudrais vous entendre chacun une dernière fois. Je voudrais que vous me disiez si le moment qu'on vit, ce Covid-19, cette épidémie, est-ce que c'est un moment opportun pour réinterroger son rapport au travail et ses attentes vis-à-vis de ses collaborateurs? Alors, est-ce que c'est opportun ou est-ce que de toute façon, on n'a pas le choix? Est-ce qu'on le fait malgré soi peut-être parce que dans la tête, ça tourne un peu. Christophe, est-ce que c'est un moment opportun? Est-ce que là, on est dans le bon moment pour réinterroger son rapport au travail et ses attentes vis-à-vis de ses collaborateurs? Je pense que c'est le moment tout à fait opportun, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas le choix, par ces nouveaux modes de management. Et je crois que c'est vraiment le moment de faire preuve d'exemplarité. Alors, il faut faire attention. L'exemplarité, effectivement, dans son investissement, l'exemplarité dans sa rigueur, dans son exigence, mais surtout l'exemplarité sur son propre bien-être en tant que dirigeant. Un dirigeant qui serait hyper stressé, qui ne respecterait pas les consignes qu'il donne aux autres, qu'il ne s'appliquerait pas à lui-même, j'ai envie de dire, des temps de pause, de respect, d'adaptabilité, ne serait pas crédible vis-à-vis de ses collaborateurs et pourrait créer de la distance. Donc, je crois que c'est le moment de mieux connaître ses collaborateurs, de re-questionner son management, d'avoir un droit à l'erreur, qu'on peut aussi, on va dire, permettre aux autres, se le permettre à soi, effectivement, pour engager un dialogue authentique. Et je crois que c'est le moment de progresser, c'est le moment de remettre en question. Le Covid-19 ne va pas disparaître d'ici 2 semaines. Il y aura certainement aussi d'autres crises sanitaires en tant que telles. Et c'est le moment aussi de se préparer à la suite et de pouvoir pas reproduire les mêmes erreurs et de se le dire. Voilà. Emmanuel, est-ce que ce qu'on est en train de vivre, est-ce que ça réinterroge ton rapport au travail? Est-ce que tu prends du recul en te disant, tiens, finalement, qu'est-ce qui est important dans mon travail? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que j'attends vraiment de mes collaborateurs? Et qu'est-ce qui restera après l'épidémie de Covid-19? Inconsciemment, oui. Je te dirais, aujourd'hui, on est effectivement dans l'action. Donc, les opérations d'accompagnement client, aujourd'hui, on est vraiment focalisé là-dessus. Je dirais un peu comme un médecin urgentiste qui arrive sur un accident. On est là pour faire les gestes de premier secours et autres. Et après, effectivement, il va falloir passer sur la phase d'après. Comment on va, je dirais, vivre cet après? Comment on va le préparer, parce que globalement, il va falloir sortir de cette phase de confinement. Mais effectivement, ça fait poser des questions. Alors, je dirais, on prend un petit peu de recul, je dirais, le week-end, ça nous permet d'avoir un petit peu des bouffées d'oxygène et de se dire, bon, là, il y a le moment de la crise, il y aura un après, il y a un pendant, il y aura un après, et surtout, c'est comment la société va évoluer après le Covid, parce que effectivement il y a notre société, mais il y a aussi la société civile en général, et je pense que le CJD a son rôle à jouer dans je dirais l'après, parce que on peut pas sortir indemne de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et tu as 2 façons de voir les choses quand tu es dans une situation comme celle-ci. De toute façon, on peut pas prédire l'avenir. Par contre, on peut le construire. Et je pense que c'est pendant ces périodes-là où c'est compliqué qu'il faut construire l'avenir. Et nous, on est tous acteurs, que ça soit au CJD, il y a aussi la Jeune Chambre économique, il y a plein d'autres associations qui aujourd'hui, si tu veux, prennent à bras le cœur. Je vois qu'il y a aussi des députés qui disent, voilà, font un appel à projet pour la société de demain. Et je pense que, comme tout,
c'est un moment qui peut être aussi un électrochoc sur le monde que l'on vit aujourd'hui avec la préservation de la planète et autres. C'est vrai que je dirais il y a plusieurs sentiments. Il y a le sentiment de dirigeant que je suis, il y a le sentiment de comment je vais accompagner mes collaborateurs et quel va être, je dirais, l'avenir de notre société et l'avenir de la société en général. Et puis aussi un petit peu en tant que citoyen, comment il va falloir aussi que on change un petit peu de paradigme et de reconstruire un petit peu, je dirais, notre société qui sûrement, comme tout événement, cette crise est peut-être un bien pour un mal pour un bien plutôt, excuse-moi, pour l'avenir. Mais surtout, disons-nous que ça ne tient qu'à nous de construire l'avenir et de travailler tous ensemble. Merci Emmanuel. Dorine, comment est-ce que cette crise réinterroge ou pas ton rapport à ton travail, à tes collaborateurs? Qu'est-ce que ça change dans la manager que tu es? Pour moi, je vis cette période comme une période, comme une opportunité et comme une énorme chance de se réinterroger aussi sur notre façon de vivre notre vie de dirigeant et notre vie au quotidien. Pendant des mois, personnellement, j'ai vécu une vie à 100 à l'heure qui m'a épuisée. Les 15 premiers jours du confinement étaient très compliqués parce qu'effectivement, on était dans l'urgence, il fallait tout traiter. Aujourd'hui, effectivement, on est plus sur une période un peu de flottement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et j'en profite en fait pour mettre ça à profit et faire plein de choses que je n'avais pas le temps de faire et de découvrir des passions et de faire du bien d'abord à moi-même. Donc, je trouve que c'est une excellente opportunité. Je pense que ça ne me réinterroge pas seulement moi, ça réinterrogera beaucoup de dirigeants et mes collaborateurs aussi. Et voilà, aujourd'hui, moi, ça me redonne du sens dans mon métier de dirigeante. Ça me redonne du sens à mon entreprise. Et ce message-là, j'ai envie de le transmettre à mes collaborateurs et qu'ensemble, on continue à construire une entreprise qui a du sens dans une société qui va être en mouvement et qu'il va falloir repenser. Voilà. Mais il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire. Voilà, donc moi je vis ça comme une opportunité et je pense qu'on a une grande chance d'être au CJD de notre côté et d'être agile et d'être soutenu aussi pour prendre du recul par rapport à tout ça. Donc ça c'est aussi important. Il ne faut pas s'oublier en tant que dirigeant, n'oubliez pas de prendre du recul et de faire le point avec vos copains, ça fait du bien aussi. Voilà. Merci Dorine. Christian, tu vas avoir le mot de la fin. Comment est-ce que ça te réinterroge toi en tant que dirigeant et comment ça réinterroge les dirigeants que tu accompagnes, la période qu'on est en train de vivre? Je pense que cette période que l'on vit permet effectivement aux managers et à moi-même aussi de voir de nouvelles réalités. On l'a entendu tout à l'heure, il y a des collaborateurs effectivement qui sont extraordinaires, on le savait, mais là ils montrent effectivement une partie d'eux-mêmes peut-être qu'on ne connaissait pas. On va connaître aussi leur réalité peut-être plus personnelle, qu'on va sûrement prendre en compte dans notre management. On va aussi agir, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup au sein du CJD, à faire encore plus confiance à nos collaborateurs, c'est-à-dire moins de systèmes de contrôle, mais plus se lâcher prise pour leur donner effectivement de plus en plus d'autonomie. Et puis la dernière chose, c'est que, comme le disait Dorine, après cette période d'urgence que l'on a vécue durant les 15 premiers jours, on a un rapport au temps qui est différent et je pense que l'on peut se concentrer aussi, non pas sur l'urgence qui nous était donnée par le temps, mais ce qui est vraiment important dans notre métier de dirigeant, pour nos collaborateurs, pour notre entreprise et pour la société. Voilà tous les domaines sur lesquels on peut se réinterroger et c'est justement ce qui est important, c'est qu'on peut se réinterroger sur ce qui est vraiment important. On en parle beaucoup, mais maintenant, on a les moyens de le vivre. Alors, la connexion est un peu instable. Je crois qu'on a entendu Christian jusqu'au bout, mais l'image était, me semble-t-il, un petit peu figée. Je voudrais donc vous remercier très chaleureusement Christian, Christophe, Emmanuel et Dorine pour ces échanges pendant 1 heure. J'espère que vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt. Je vous rappelle que le replay de l'émission est sur la page Facebook du CJD, donc vous pourrez la trouver très facilement. On se retrouve jeudi à 9h30 et jeudi à 9h30. Le thème sera comment être présent en tant que dirigeant, bien sûr, comment être présent avec son entreprise en temps de crise. Voilà, c'est un vaste programme. On en parle jeudi prochain à 9h30, donc dans 2 jours. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. Merci.